travaille aussi avec euh, le traitement automatique des langues, les ressources textuelles et lexicales, le développement d'outils d'analyse lexico-statistique, conception, constitution et annotation automatique des vastes corpus textuels. Il travaille aussi avec la création de corpus d'apprentissage et des lexiques, avec la création de modèles d'annotation morphosyntaxique, lexicale et syntaxique. Et bien sûr, il travaille avec la linguistique variationnelle, l'émergence des normes endogènes dans les espaces francophones et hispanophones aussi, la variation diaphasique, la variation diachronique, et avec de nombreuses publications, projets. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour partager ce travail avec nous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je crois que c'est tout d'abord moi qui dois vous remercier, d'autant plus que j'étais un invité impertinent en arrivant un peu tard. Je m'excuse encore une fois, j'ai dit tout à l'heure rapidement, j'avais encore une surveillance d'examen sur le campus Route de Mende et voilà, j'étais pas suffisamment rapide pour arriver à temps. Euh, oui, la collègue, merci encore une fois de m'avoir présenté aussi. Euh, vous l'a déjà dit, sur certains domaines de spécialité qui sont les miens. On peut dire en principe qu'une bonne partie de mes travaux s'inscrivent dans un domaine qu'on appelle la linguistique corpus. Et bien sûr, dans ce domaine de la linguistique corpus, on s'intéresse pas mal à la variation, hein, et la variation, bon, voilà, hein, à différents niveaux, en fonction de différents variables de registre, ou si on veut le tourner un peu d'un point de vue de la tradition de la romanistique allemande, selon différents donc diasystèmes, hein, voilà, comme entre autres la variation diatopique, dont il sera question aujourd'hui. Mais bon, hein, on verra ça plus en détail. Maintenant, j'ai perdu la présentation, parce que là, ouais, donc oui, elle est là. Oui, oui, c'est mieux. Voilà. Donc voilà. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose en fait qui est resté en friche ces dernières années parce que je me suis concentré dans mon travail surtout sur les données diachroniques ces dernières années. Et ce que je vous présente remonte à la fin des années 2000, début des années 2010, hein. C'était à ce moment-là où j'étais impliqué dans la création de plusieurs corpus dont l'objectif était en bout du coup oui, dont la Constitution avait pour but finalement de nourrir des recherches dans le domaine en fait de la variation diatopique. Et je vous ai déjà dit un peu sans le dire clairement, à l'époque j'étais enseignant-chercheur et surtout postdoc à l'Université de Cologne. Et l'une des thématiques qu'on avait, en fait, c'était le pluricentrisme, hein, le pluricentrisme qui s'appliquait bien sûr tout d'abord à l'espace hispanophone et lusophone, hein, parce que là, c'était quand même une thématique de recherche qui était bien acceptée par la communauté en Allemagne, et je suppose que c'est la même chose en France. Mais pour la francophonie, c'était pas du tout le cas, hein, parce que, bon, on peut bien imaginer pourquoi. On a une autre vision de l'espace francophone, beaucoup plus monocentrique. En principe, l'objectif à l'époque, c'était de démontrer aussi que l'espace francophone est aussi pluricentrique que ne l'est l'espace hispanophone. Donc, c'était pas forcément un travail militant, mais c'était quand même voilà, l'idée de dire que pourquoi les hispanistes et lusitanistes acceptent cette idée alors que les spécialistes en linguistique française ne l'acceptent pas. Et c'était un peu la motivation liée aussi au passage d'un collègue camerounais à l'époque, Louis-Martin Essonneau, qui avait été chercheur invité ou professeur invité à l'Université de Cologne en 2009, euh, qui avait un peu lancé tous ces travaux dont je vais vous présenter en principe un bilan, mais aussi quelques perspectives, parce que il se trouve que depuis un an à peu près, j'ai repris ces travaux avec un collègue que vous connaissez peut-être de nom, grand spécialiste de la variation diatopique du français, Mathieu Avanzi, sur l'idée, au bout du compte, de créer
un corpus de référence pour les différents pays francophones selon le modèle du ICE, hein, c'est-à-dire du International Corpus of English, c'est-à-dire cette idée en fait d'appliquer la linguistique corpus à la variation diatopique à une échelle mondiale, en quelque sorte. Ça revient en principe aux anglicistes et surtout les anglicistes britanniques euh, qui, euh, euh, qui avaient déjà lancé des travaux d'ailleurs dans ce domaine dès les années 60 avec la création d'un corpus qui est assez historique maintenant et très connu, le Brown Corpus, qui était en fait rien d'autre qu'un corpus qui était censé documenter la variation de l'anglais aux États-Unis en fonction de différents registres. Donc, c'est-à-dire l'idée donc de créer ce corpus, c'est pas uniquement de, bien sûr, d'établir maintenant pour la francophonie, hein, pas uniquement d'établir comme l'ont fait les collègues à partir des années 80, 90 pour l'anglais, des échantillons pour chacun pays, pour chacun des pays voilà, de la francophonie, mais aussi en même temps de créer un corpus multiregistre, hein. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas un corpus multiregistre, c'est-à-dire les premiers travaux que j'avais menés à l'époque étaient sur un corpus beaucoup plus restreint et restreint surtout au langage écrit. Mais je vais vous expliquer pourquoi dès maintenant. Bon, alors, je lance avec, c'est ça, à partir de la diapositive. Euh, Là, j'ai perdu la souris. Ah, ah oui, parce qu'elle est. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est pas aujourd'hui, c'est. Ouais, c'est. Je suis vraiment en forme aujourd'hui. Bon. Alors, donc il y aura tout d'abord une petite introduction, hein, ça, je vais rapidement faire le plan, où je vous donne un peu, encore une fois, aussi l'arrière-plan, oui, théorique de ce que je vais vous présenter. Et après, on va passer à des éléments un peu plus méthodologiques et plus techniques, hein, parce que j'ai prévu quand même aussi de vous présenter le corpus, en fait, des variétés francophones que j'avais, de français, hein, à travers le monde, en quelque sorte, que j'avais créé il y a une dizaine d'années. Donc, je vais vous montrer un peu comment il a été traité et quel est son modèle de données. Et à partir de ce modèle de données, je vais vous présenter quelques expérimentations que j'avais menées à travers les dernières années et aussi une expérimentation toute nouvelle que j'avais commencée il y a quelques semaines au vu d'une journée d'études qu'on aura justement sur la thématique de la variation du français à travers le monde, en quelque sorte, donc, au mois de septembre à Paris. Euh, voilà. Alors, ce que je vous montre, c'est bien sûr pas un scoop d'un point de vue théorique. Donc, ce travail s'inscrit en fait dans quelque chose qui se fait depuis les années 80 sur l'espace francophone, c'est-à-dire au bout du compte donc des travaux qui s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler une linguistique différentielle et surtout une lexicologie différentielle. Donc, qui s'intéresse donc à la différenciation du français dans la francophonie. On est donc dans le domaine de la variation diatopique, voilà, comme je l'ai déjà dit, et plus précisément sur en fait la régionalité linguistique, hein. Si même on accepte l'échelle mondiale aussi comme quelque chose qu'on peut nommer régional ou régionalité, hein. Donc, qu'est-ce qu'on entend par régionalité linguistique plus précisément? C'est des phénomènes secondaires nés par la différenciation d'une langue déjà neutralisée. Ça, c'est une définition que donne Glesgen et Thibault en 2005 de ce qu'on peut entendre par régionalité. Alors, pour la francophonie, il y a pas mal de travaux déjà qui ont été menés, surtout, comme je vous ai dit, dans les années 90 et 2000. On a, entre autres, les travaux de Kefelec. Là, je mentionne juste un travail pour... oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Je ne suis pas dans le bon sens. On peut aussi mentionner, bien sûr, des travaux sur la régionalité linguistique et la lexicologie. Là, l'un des chercheurs qui a fait un travail considérable dans le domaine, c'est Réseau, surtout sur la variation régionale en France, donc sur le territoire hexagonal.
Un autre chercheur qui a aussi pas mal travaillé dans ce domaine sur le Québec, c'est Claude Poirier, hein. Dont les travaux aussi remontent grosso modo aux années 90-2000. Ces travaux ont insisté sur des modes de diffusion passant par les centres urbains et des réseaux de communication préférentiels. Ça, c'était un peu le côté sociolinguistique de ce qui ressortait. Et il souligne que les langues nationales entrent de plus en plus dans une logique de standardisation pluricentrique, accompagnée d'une divergence croissante entre les différents standards nationaux, hein. Ça, d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'ont constaté les anglicistes, hein, surtout dans les travaux sur les post-colonial English, donc c'est-à-dire les variétés de français, d'anglais post-colonial. Il y a un modèle en fait qui a été développé par Edgar Schneider qui en fait finalement formule parmi ses hypothèses exactement la même pour l'espace anglophone, c'est-à-dire on a une standardisation pluricentrique d'un côté et qui s'accompagne d'une divergence croissante entre les standards nationaux. Ah, ouais, je ne vais pas dans le bon sens toujours. Bon. Alors maintenant, une question qui est plutôt d'ordre, non pas sociolinguistique, mais linguistique, c'est est-ce que finalement, quels sont les traits qu'on peut finalement analyser, hein, pour démontrer la variation? Et en linguistique corpus, on a bien sûr une approche qui est, d'une manière générale, basée sur une analyse distributionnelle. Donc, c'est-à-dire, si on veut donc travailler sur la variation diatopique, il s'agit donc finalement de s'intéresser à des différences distributionnelles qu'on peut, par exemple, observer pour l'emploi des mots, euh, les emplois verbaux, par exemple, hein, s'y prêtent très bien euh, pour ces analyses distributionnelles. Donc, c'est un peu l'approche à côté des réflexions sociolinguistiques que j'avais menées, que je vais vous présenter par la suite, hein, justement pour vous montrer la variation du français en francophonie par par cette perspective, par ce point de vue. Donc, à travers des différences distributionnelles dans l'emploi de formes lexicales. Une différenciation donc lexicale qui est en deçà parfois de la différence d'acception, mais attention, hein, ça va de pair bien sûr aussi avec des différences d'acception, hein, c'est la production de sens qui est ici en question. Et quand je dis en deçà, c'est surtout ce qui est souvent pas forcément recensé dans les dictionnaires, hein, surtout, hein. Donc, c'est-à-dire on a parfois des différences euh, assez fines dont je voulais vous présenter quelques exemples. Et la question est toujours de savoir finalement pourquoi, par exemple, les lexicographes ne les retiennent pas, hein. Peut-être parce que finalement, ils considèrent que c'est pas digne d'intérêt. Mais voilà, quand on applique une méthode un peu plus inductive, on peut quand même voir des différences qui ne sont pas forcément consacrées par la pratique lexicographique. Ah, désolé, toujours dans le mauvais sens. Euh, Aussi, c'est des différences qui sont bien sûr indécelables localement, mais qui se traduisent par de multiples petites différences. Mais ça, c'est toujours dans cette perspective distributionnelle. Et il s'agit surtout dans les approches lexicométriques que je vais vous présenter par la suite, d'apprécier ces différences régulières à grande échelle, hein, grâce à des corpus. Voilà, donc c'est donc un travail qui s'inscrit clairement dans ce domaine que j'ai déjà évoqué, donc la linguistique corpus, et grâce aussi à des méthodes statistiques d'analyse des données qui font la synthèse de ces différences. Maintenant, une question qui pourrait toujours se poser quand on travaille sur la variation diatopique, mais pourquoi est-ce que travailler sur l'écrit, hein, toujours une question. C'est un reproche qu'on peut se faire parce qu'à la fin, on peut se dire, bon, à l'écrit, il y a pas, il y a beaucoup moins, bien sûr, de variations qu'on en trouve à l'oral. Donc l'écrit, de ce point de vue-là, ne serait pas digne d'intérêt, hein, si j'adopte un peu ça. Pas contre, ah là, pas contre. On a tout d'abord une justification pragmatique, hein,
c'est clair qu'il est beaucoup plus facile d'établir un corpus écrit qu'un corpus oral, si on veut avoir un corpus massif. Et en principe, les travaux lexicostatistiques sont basés, bien sûr, sur euh, les volumes de données, je dirais, assez développés, hein, pour faire des statistiques un peu plus stables. Mais il y a aussi une justification de fond, parce que la variation régionale, comme l'a montré Thibault en 2010, n'est pas que le fait de l'oral. Et si l'on s'intéresse à l'émergence d'une standardisation endocentrique, hein, c'est ce qu'on veut montrer un peu, et non pas seulement à la différenciation, c'est évidemment à l'écrit quel sera le plus observable. Le corpus que je vais vous présenter est surtout constitué de quotidiens, périodiques quotidiens, mais aussi, ça dépend un peu des pays, parce que c'est vrai que pour les pays africains, on ne peut pas avoir parfois des périodiques quotidiens, mais plutôt bi-hebdomadaires ou tri-hebdomadaires. Donc, c'est-à-dire, quand je parle de quotidien, il faut avoir ça à l'esprit, hein. Pour la plupart, en fait, des échantillons qu'il y a dans le corpus que je vais vous présenter, il y a bien sûr surtout des périodicités quotidiennes, mais pour certains pays africains, surtout, on a aussi des périodiques avec une périodicité, comme j'ai dit, ou tri-hebdomadaire. Voilà. Ça aussi, on peut se référer par exemple à Glasgow qui dit, entre autres, que lorsqu'on s'intéresse à la standardisation, on considère classiquement que les grands journaux, notamment, reflètent assez bien les variétés standards actuelles, hein. Bon, c'est une hypothèse, on peut bien sûr la remettre en cause. Je dirais plutôt que ça vaut pas forcément, bien sûr, juste pour les journaux écrits, mais ça, c'est un constat des années 2000, hein. Il faudrait sans doute aussi travailler sur les médias de masse, de données audiovisuelles. Et à l'époque, bien sûr, d'un point de vue méthodologique, ce n'était pas évident de constituer de grands corpus audiovisuels, par exemple, basés sur des enregistrements de télé ou de radio, hein. Par contre, maintenant, avec les outils dont on dispose aussi pour la transcription automatique, entre autres, ça devient, à mon avis, de plus en plus faisable, si on accepte, bien sûr, aussi une certaine perte de qualité au niveau de la précision de la transcription, c'est-à-dire les phénomènes phonétiques ne vont pas être bien transcrits, bien sûr, par cette transcription automatique qu'on peut faire de l'oral, mais on peut quand même envisager d'appliquer ces méthodes qui sont maintenant accessibles depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, pour constituer des corpus assez massifs aussi pour des données audiovisuelles, donc, c'est-à-dire pour des médias de masse au-delà de la presse écrite. Ah, voilà, ça, je vais zapper. Ça, c'est un peu l'idée en fait, des différents niveaux distributionnels qu'on pourrait envisager d'analyser. Là, je me base sur un linguiste britannique qui s'appelle Michael Hoey, qui a développé un modèle de description et aussi un modèle théorique pour les co-occurrences, d'une manière générale, qui s'appelle lexical priming. Mais on n'a pas le temps. Je dis juste que moi, je vais m'intéresser surtout euh, euh, au premier volet, c'est-à-dire au profil, ce que j'appelle moi le profil combinatoire, c'est-à-dire les co-occurrences lexicales. euh, sur la base desquelles on peut faire des abstractions sémantiques, donc identifier des associations sémantiques, comme dirait Michael Hoey, et peut-être aussi des colligations, c'est-à-dire des récurrences au niveau de la combinatoire grammaticale. Voilà. Bon, c'est pas le bon sens. Voilà. Maintenant, je vais passer à cette partie un peu plus méthodologique qui consiste aussi à vous présenter les ressources que j'avais constituées il y a une dizaine d'années pour mettre en œuvre un peu ce programme de recherche, hein, qui est formulé, que j'ai formulé dans la première partie. Alors, tout d'abord, il y a une collection de corpus que j'ai appelée à l'époque Varitext. Bon, c'était peut-être un peu prétentieux pour faire allusion à Frontex, mais bon, on l'a appelé comme ça à l'époque. Euh, Varitext, c'est maintenant, hein, ça c'est le dernier état des lieux, un peu 3 bases textuelles qui ont été constituées pour la recherche, donc qui portent sur l'évolution pluricentrique des espaces francophones et hispanophones. Donc on a un corpus, c'était le premier en fait, dont la constitution avait été finalisée en 2011, c'est le corpus des variétés nationales du français,
C'est donc des échantillons de presse représentant 11 pays francophones, l'Algérie, le Cameroun, le Canada, Québec, le Congo RDC, donc Congo Kinshasa. On a la Côte d'Ivoire, la France, bien sûr, le Mali, le Maroc, le Sénégal, la Suisse et la Tunisie. Et, j'ai oublié d'ailleurs, ça c'était la première version, oui, c'est ça, 2011. La version actuelle a été encore enrichie par des échantillons d'autres qui représentent d'autres pays, la Belgique, entre autres, hein, qui ne figure pas dans cette liste. La Belgique n'était pas représentée dans la première version de ce corpus. Et aussi, on a aussi maintenant aussi des données pour Congo-Brazzaville, hein, qui n'étaient pas aussi représentées dans la première version. C'est-à-dire, il y a une deuxième version qui date de 2013, dont je vais vous présenter, bien sûr, après des extractions et certains résultats. Euh, il y a un deuxième corpus que j'avais créé en coopération avec André Thibault, qui est le corpus des îles. On l'a appelé comme ça. C'est-à-dire, c'était des échantillons de presse, surtout dans les Caraïbes, donc, donc pour la Martinique, pour le Guadeloupe, pour la Guyane et aussi pour Haïti. Donc, c'était un corpus en fait que j'avais créé, surtout en travaillant un peu avec André Thibault, qui voulait justement mener des études à grande échelle sur un corpus comme ça. Et euh, on a aussi euh, moi, j'avais l'idée d'élargir ça aussi vers d'autres îles, c'est-à-dire francophones, c'est-à-dire dans l'espace du Pacifique, de l'océan Pacifique ou Indien. Et j'avais constitué à l'époque, j'avais commencé à constituer aussi un corpus de presse pour La Réunion, hein, pour l'île de La Réunion, mais qui n'a pas abouti en fonction des contraintes que j'avais posées du côté de l'échantillonnage en termes de volume d'échantillons. Je vais en dire un mot quand je vous présenterai un peu, je vous présente un peu les caractéristiques de ce côté-là pour le corpus des variétés nationales du français. Et en parallèle, puisque j'évoluais à l'époque dans une équipe d'hispanistes, on a aussi constitué un corpus pour l'espace hispanophone, euh, qui, euh, qui dont une première version avait été finalisée en 2014, avec en fait des échantillons de presse qui représentent 8 pays hispanophones, l'Argentine, la Bolivie, la Colombie, l'Espagne, le Mexique, le Pérou, l'Uruguay et aussi le Venezuela. Ce corpus a plutôt été d'ailleurs exploré, ou disons plutôt comme ça, exploité dans le domaine du TAL par un collègue postdoctorant qui travaillait justement sur l'identification automatique des variétés de langue. Donc, c'était des variétés diatopiques. Et ce corpus hispanophone a été surtout servait surtout à ça parce que moi, j'étais, bien sûr, oui, je le reste depuis que je suis à Montpellier, depuis une dizaine d'années maintenant, je reste bien sûr spécialiste de linguistique française et malheureusement, voilà, les travaux que j'avais commencé à mener sur le français à l'époque, je ne les ai pas appliqués de la même manière à l'espace hispanophone, mais la possibilité serait là parce que, comme vous l'avez sans doute compris, ce que je vous présente ici, c'est bien sûr aussi un cadre méthodologique unique, hein, c'est-à-dire donc on va avoir les mêmes principes d'échantillonnage et on va aussi avoir la même chaîne d'annotation avec bien sûr la différence des modèles de langue qu'on va appliquer pour l'annotation et aussi un même modèle de données pour les corpus. Donc, c'est-à-dire, c'est ça un peu l'idée. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parle ici de collection parce que ce que je vais vous présenter par rapport au corpus des variétés nationales du français, donc du corpus francophone, s'applique de la même manière aussi, finalement, pour le corpus des variétés nationales de l'espagnol. Alors, ah non, pas le bon sens, voilà. Est-ce que je peux cliquer d'ailleurs? Je ne sais pas si c'est... Ah, ouais, c'est mieux. Bon, attendez, je vais essayer comme ça. Oui, voilà maintenant la chaîne de traitement. Euh, j'ai compilé ce corpus à partir en fait de documents HTML étaient issus d'archives de presse en ligne, hein. Juste pour vous donner une idée de ce que ça représentait dans le temps de travail, c'était quand même un travail de collecte qui a duré une année et demie, à peu près, un an et demi.
Après, il y avait une transformation des documents échantillonnés de cette manière en XML, selon un même schéma appliqué à tous les documents. Un étiquetage automatique de ces documents XML au moyen des analyseurs Connexor pour le français. Aujourd'hui, bon, je vais peut-être aussi, je vais dire un mot par rapport à ça rapidement, et Maltpasser pour l'espagnol. Alors, c'est clair que ça, c'est des outils en fait euh, qui reflètent plutôt l'état de l'art en taille des années 2010. Donc aujourd'hui, bien sûr, on a des éditeurs, des analyseurs syntaxiques et morphosyntaxiques beaucoup plus puissants et performants que ce qu'on avait il y a une dizaine d'années. Et une idée serait bien sûr aussi, dans cette initiative dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire d'établir un corpus multigenre pour la francophonie, de réétiqueter aussi les échantillons de presse avec les nouveaux outils et aussi avec finalement les nouveaux schémas d'étiquettes. Parce que maintenant, ce qu'on n'avait pas à l'époque, ce qu'on a aujourd'hui, c'est des étiquettes standardisées c'est-à-dire les étiquettes universelles, comme on dit, donc Universal Dependency, ça c'est le consortium international, indépendamment des langues. Donc voilà. Donc, ça veut dire que, en principe, ce volet-là, c'est-à-dire en gros l'étiquetage automatique qui a été fait à l'époque, serait à réviser en ce sens qu'il faudrait ajouter une autre couche d'annotation qui proviendrait justement de ces outils d'annotation automatique qui sont un peu plus état de l'art aujourd'hui et qui, euh, voilà. Mais ça, c'est donc, ça reflète un peu le taille des années 2010, disons comme ça, ce qu'on avait pour les langues comme l'espagnol ou pour les langues comme le français. Connexor, en plus, avait cet inconvénient que c'était un outil avec une licence payante. Mais il faut se représenter qu'il y a une dizaine d'années, on avait une chaîne d'annotation automatique pour l'annotation syntaxique, hein. Je ne parle pas du part of speech tagging, c'est-à-dire de l'étiquetage morphosyntaxique, mais je parle vraiment de l'annotation automatique de la structure syntaxique, donc c'est-à-dire des relations entre mots, etc., et leurs fonctions. Pour le français, à la fin des années 2000, on avait une chaîne de traitement qui était en plus très lente, c'est-à-dire une chaîne de traitement ouverte, non payante, hein, mais qui était très lente. Et vous allez voir que les échantillons qui étaient à traiter avaient quand même un certain volume et qu'il n'était pas imaginable en fait d'utiliser ça à l'époque, hein. Aujourd'hui, beaucoup a changé aussi. Pour l'espagnol, on avait une situation un peu pareille et il y avait à l'époque un modèle pour un outil qui s'appelle Freelang, mais qui avait aussi l'inconvénient finalement d'être assez lent finalement et aussi d'avoir une autre stratégie, surtout au niveau de l'annotation syntaxique. C'est-à-dire, en gros, Freelang, qui existe toujours d'ailleurs, produit toujours des arborescences incomplètes, alors que la plupart des éditeurs qu'on a aujourd'hui essaient quand même d'analyser toutes les relations de la phrase, quitte bien sûr à introduire certaines erreurs en fait dans l'identification des relations. À l'époque, j'avais créé moi-même. C'était encore possible de le faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est devenu beaucoup plus technique. Un modèle d'annotation pour l'espagnol qu'on pouvait utiliser avec un outil qui s'appelle, un analyseur qui s'appelait Maltparser, qui avait l'avantage d'être assez rapide hein, par rapport, par exemple, à d'autres outils qu'on avait à l'époque. Et c'était un peu l'état de l'art en 2000, oui, début année 2010. Alors, qu'est-ce qui sort de cette chaîne d'annotation? C'est tout d'abord des catégories morphosyntaxiques, donc partie du discours et très morphologique, hein, des lemmes, donc c'est-à-dire chaque forme de surface, ou ce qui a été après donc, interprété comme forme mot-forme, était doté par sa forme canonique, hein, ce qu'on appelle lemme, c'est-à-dire un peu en faisant allusion à la lexicographie, hein, parce que les mots vedettes, hein, c'est ça la forme canonique, hein, les vedettes, c'est aussi une forme canonique pour représenter le paradigme morphologique d'un lexème, et voilà, donc ce terme lemme vient de là. Ah. Euh, et bien sûr des relations de dépendance syntaxique. Vous allez voir à quoi ça sert hein, d'avoir ça aussi comme annotation tout à l'heure.
Euh, à la fin, donc, ce corpus annoté avait été indexé pour être utilisé avec un moteur de requête qui s'utilise toujours, en fait, qui existe depuis une trentaine d'années, mais de par sa robustesse, il persiste, en fait, à être utilisé dans la communauté. C'est CQP ou CQP, qui est un moteur de requête qui est capable en fait de traiter des corpus d'une taille de 4 milliards de mots maximum. Donc c'est de ce fait-là très intéressant et c'est un moteur de requête très rapide. Voilà. Sur lequel est basée la boîte à outils que j'avais appelée à l'époque PrimeStat. C'était un peu en lien avec l'idée de lexical priming de Michael Louis. Ça vient de là. Donc la plateforme, j'espère que j'arrive encore à vous la montrer à la fin, je ne sais pas. Elle est basée en fait sur cette boîte à outils qui a été programmée à l'époque en Perl. Ça aussi, c'est un peu ancien maintenant, hein, vous le voyez bien, mais à l'époque, pour s'occuper, c'était uniquement Perl qui avait vraiment des API et qui a été aussi programmé pour justement les fonctionnalités statistiques de haut niveau en R. L'autre sens. Voilà. Là, je vous donne juste une idée des échantillons. Ça, c'est les échantillons XML. Donc, c'est-à-dire, c'était la première version du corpus un peu après le traitement, le premier traitement des documents HTML qui étaient issus des archives. Un XML très simpliste, hein. On ne peut pas s'attendre à grande chose quand on a un corpus de plusieurs millions de mots. Il faut accepter, bien sûr, souvent une granularité un peu plus réduite. Et pour les spécialistes un peu du domaine, je me permets aussi de dire que c'est un encodage proche des schémas de la TI, mais ce n'est pas de la TI. Parce qu'au bout du compte, en linguistique corpus, on a toujours un certain conflit, je dirais, hein. D'un côté, euh, ça relève des bonnes pratiques, bien sûr, de produire des corpus en XML, mais parfois, l'encodage des corpus dépasse surtout la TI pour des variables pour lesquelles on n'a pas encore pas encore une schématisation consacrée par la communauté TI qui a quand même qui fait un travail maintenant aussi de standardisation depuis une dizaine d'années, mais qui travaille un peu plus lentement que ce que voudrait parfois le spécialiste en linguistique corpus. C'est-à-dire, si par exemple je ne peux pas représenter euh, directement à tel ou tel élément la variable XY, parce que l'attribut XML n'est pas prévu par les schémas TI pour cet élément, par exemple, etc. Bon, c'est pas de la TI, certes, quand on le fait comme ça, mais après, pour le moteur de requête CQP, c'est très pratique parce que justement, il va euh, pouvoir traiter ce format-là d'une manière très souple et c'est une manière donc très simple finalement aussi d'encoder les descripteurs textuels au vu de de l'indexation des corpus par le moteur de requête qui était censé être utilisé par la suite et que j'utilise toujours d'ailleurs. Bon. Ça, c'est juste pour vous donner une idée un peu de ce que ça veut dire étiquetage morphosyntaxique et lemmatisation. Hein, je crois qu'on peut passer rapidement. Si vous avez des questions par rapport à ça. Là, vous voyez donc tout d'abord les formes, après les lemmes en rouge, en vert, vous voyez les parties du discours, et en bleu, les traits morphologiques. Et pour les relations de dépendance, ça c'est quelque chose qui s'est standardisé à travers maintenant une quinzaine d'années quand même, que la communauté travaille sur des questions d'annotation des relations de dépendance. On a donc une forme d'indexation des tokens dans la phrase et la relation de dépendance est donc établie entre l'index du token et l'index de la tête syntaxique, donc du terme recteur, et enrichi par une étiquette de fonction hein, qui caractérise donc la relation de dépendance. Là, c'est ce que vous voyez ici en orange. Maintenant, parlons un peu volumétrie. Voilà. Zut. Ça, c'est donc le corpus, voilà, et avec la Belgique. Voilà, la deuxième version donc, du corpus des variétés nationales du français, avec les échantillons pour la Belgique, euh, entre autres. Bon, vous voyez, hein, on a au total un corpus de 479 millions de mots.
Voilà, hein. Et la contrainte à l'époque était de dire, je vais intégrer pour chaque pays, pour que chaque pays soit représenté en quelque sorte, la presse de chaque pays, hein. Quand je dis chaque pays, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, J'avais fixé un minimum de 25 millions de mots et avec une deuxième contrainte qui était de dire deux quotidiens différents, pas un seul. C'était pas possible pour, à tous les égards. Ça, c'est, vous voyez, pour la Belgique, à l'époque, il y a juste un seul quotidien à l'époque et pas un deuxième. Et pareil pour la presse congolaise, c'est-à-dire le Congo-Kinshasa, où il y a aussi juste un quotidien qui est représenté, mais pas deux, ou un périodique, hein. Mais vous voyez, pour le reste, ça a été plutôt respecté, hein, pour les autres pays. Voilà. C'est ça un peu des contraintes. Et euh, ce que vous ne voyez pas, c'est tous les échantillons que j'avais commencé à collectionner pour des pays comme par exemple le Togo, le Burkina, le Bénin et d'autres pays aussi francophones qui ne sont pas représentés dans cette base, mais dont j'ai jamais dépassé ce seuil de 20 millions, 25 millions de mots que je m'étais fixé. Maintenant, dans la perspective de la création d'un corpus multiregistre où la presse n'est pas censée écraser le reste, là, ça devient plus faisable parce que là, c'est clair que on a des contraintes d'échantillonnage qui concernent aussi d'autres registres, d'autres échantillons. Donc, et là, bien sûr, avoir déjà une base de 10 millions de mots pour la presse, c'est pas mal parce qu'on ne va jamais mettre 10 millions de mots pour la presse, on va peut-être mettre 1 million de mots si on s'en tient un peu au volume de ce qu'on a pour le ICE, hein, qui est autour de 2 millions de mots et normalement, la presse est même en dessous d'1 million de mots, c'est normalement autour de 500 000. Donc, pour, pour des échantillons de cette taille, il y a pas mal encore d'échantillons pour d'autres pays, hein. Mais avec cette contrainte un peu stricte que j'avais fixée à l'époque, c'est ça ce que vous voyez. Non. Ah, encore une fois, mauvais sens. Voilà. Maintenant, juste un bilan de ce que je vous ai présenté, donc sur l'aperçu de ce corpus. Donc, les échantillons, c'est donc les articles parus dans des périodiques de presse quotidiens et bi-hebdomadaires belges, français, québécois, suisses, etc. Bon, je ne liste pas tout. Avec cette contrainte, donc, qu'on a deux quotidiens et aussi, d'ailleurs, j'ai oublié, hein, il y a la troisième contrainte, c'était d'avoir aussi 2 années différentes par quotidien. Ça aussi, c'est pas facile parfois à respecter. Ça nous donne plus d'1 million d'articles de presse, hein, et autour de 479 millions de mots. Le modèle est donné, hein, c'est-à-dire ça, c'est donc les propriétés qui sont après explorables dans les requêtes. Au niveau, au niveau des unités de structure textuelle, on a le texte même qui est encodé, vous l'avez vu tout à l'heure par le XML, avec comme métadonnées l'identifiant. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on fait d'une manière par défaut. L'indication de la source, c'est-à-dire donc le nom du journal ou du périodique, la date, la rubrique et le titre de l'article. Au niveau des paragraphes, on a distingué à l'époque le type de paragraphe, ça veut dire est-ce qu'il relève de la titraille ou non. On peut cibler dans les requêtes aussi donc les titres, hein. Parce qu'on sait très bien que c'est un contexte un peu particulier, souvent d'un point de vue stylistique, et ça peut être intéressant, bien sûr, de pouvoir le cibler. La phrase est juste annotée au niveau de donc par défaut, par un identifiant. Mais ça, c'est les trois niveaux en fait de structure qui sont finalement rendus explicites, si j'ose dire comme ça, au moteur de requête, donc on peut finalement explorer dans les requêtes. Et pour les propriétés linguistiques, c'est bien sûr tout ce qui est sorti de la chaîne d'annotation, ce que je vous ai déjà présenté, donc les formes mêmes, les lemmes, les parties du discours, les traits morphologiques et aussi les relations de dépendance, c'est-à-dire avec l'étiquette de fonction. La boîte à outils dont je vous ai parlé, il vous permet bien sûr de faire le travail, d'avoir la méthode la plus basique en linguistique corpus, c'est-à-dire c'est de travailler sur des concordances quick. Vous savez ce que ça veut dire, quick? Ça veut dire keyword and context. Ça veut dire, donc, vous avez sans doute déjà vu, hein, quand vous avez travaillé avec ces outils, des tableaux, hein. C'est donc sous forme d'un tableau où chaque occurrence est représentée par une ligne et
le terme, en fait, qui était la cible de l'occurrence, en quelque sorte, ce qu'on appelle le noyau ou le pivot hein, de la requête. Il est présenté au milieu et après, vous avez deux colonnes à gauche et à droite pour le contexte élargi. Et ça, en fait, l'avantage, cet outil, hein, si j'ose dire, ce tableau a l'avantage de pouvoir trier bon, le contexte gauche, le contexte droit, pour voir émerger rapidement des patrons, hein, des patrons, des patterns cotextuels autour du pivot. Après, on a aussi, bien sûr, tout ce qui relève un peu de création de listes de fréquences qu'on peut appeler, ça c'est un terme que j'emprunte à la textométrie, des index hein, de fréquences, mais aussi, bien sûr, ce qui est plus intéressant, enrichi après par des scores de spécificité. Quand je parle de spécificité, ça c'est le terme vraiment qui est propre à la textométrie française. La méthode des spécificités est appelée keywords dans la tradition britannique. Il faut aussi comprendre que d'ailleurs la tradition française a d'autres métriques que la tradition britannique, mais grosso modo c'est le même principe. Je vais vous présenter un exemple, mais aussi avec un commentaire critique par la suite. Analyse concurrentielle, donc là on s'intéresse vraiment à la combinatoire des mots. Moi, ce que je vais vous présenter surtout, c'est en fait des bigrammes concurrentiels basés sur des relations de dépendance. C'est-à-dire, je définis un pivot et après, je prends les termes dépendants de ce pivot ou les termes dont le pivot est régi. Hein. On a donc les deux sens. Hein. On a les recteurs du pivot, mais aussi les termes régis par le pivot. Et ça va me constituer des jeux de données que je vais explorer par la suite par des analyses multivariées. Comme entre autres le clustering hiérarchique, donc la classification ascendante hiérarchique pour être plus précis. On peut aussi envisager de faire du clustering K-means et une méthode plus franco-française en quelque sorte, et surtout en textométrie, c'est l'AFC. Hein. C'est-à-dire les deux premières méthodes que je vous ai présentées s'utilisent aussi en linguistique corpus de tradition un peu anglo-saxonne, mais l'AFC est une particularité de la tradition, si j'ose dire, française, en fait, en linguistique corpus et en lexicométrie, textométrie. Et on peut aussi envisager d'ailleurs des fonctionnalités comme un atlas, hein, créer un atlas automatique, justement, où vous donnez une représentation des scores statistiques que vous avez calculés à partir de vos requêtes. Maintenant, on va passer enfin, parce que là, c'est assez technique, à des expérimentations lexico-statistiques, c'est-à-dire quelques études de cas. Je vais commencer par quelque chose qu'on... bon, non, tout d'abord, je vais vous annoncer ce que je vais faire. Les spécificités dont je vous ai déjà parlé, donc c'est-à-dire des calculs de mots-clés. Pas apparaître, par contre. Analyse concurrentielle et AFC, hein, ça c'est aussi ce que je vous ai déjà annoncé. Pour le dernier travail que j'ai commencé donc, il y a quelques semaines, en quelque sorte, en vue un peu de, ce que je vais de la présentation que je vais faire à Paris, entre autres, le travail sur finalement des variations morphosyntaxiques qu'on peut explorer, par exemple, par une analyse factorielle des correspondances multiples. Voilà. Et c'est ce que je vais vous présenter aussi. Voilà, on va commencer par en fait le calcul de spécificité. On pourrait se dire, ah oui, mais ça c'est évident, on va calculer des mots-clés, et comme ça on va identifier finalement les mots les plus spécifiques, oh là là, les plus spécifiques en fait pour une variété donnée. Hein. Ça peut être une approche simple. Hein. Voilà. Par exemple, hein, on se dit, ah, Thibaut, dans un article en 2007, Thibaut dit, ah oui, chaussures en fait, hein, c'est un mot très typique peut-être pour les variétés européennes si on les compare à la variété du Québec. Hein. Parce qu'au Québec, on a à côté de chaussures, on a souliers, hein, hein, qui est beaucoup plus fréquent et aussi a une production de sens, un programme de sens, si j'ose dire, différent de souliers, parce que le mot soulier existe aussi, bien sûr, encore dans les variétés européennes, si j'ose dire, mais avec, bien sûr, un autre programme de sens. Voilà. Mais bon, ça vous dit juste que oui, ce qu'a dit Thibault, voilà, se vérifie par les statistiques. Hein. On voit bien que
le mot chaussure, hein, est en sous-emploi très significatif pour le Québec et il est en suremploi significatif pour les variétés européennes, c'est-à-dire Suisse et France, hein. C'était un peu ce sur quoi il a travaillé dans son article. Et pour soulier, hein, le grand scoop, hein, en quelque sorte, d'accord, c'est un peu l'inverse. Sauf peut-être pour la Suisse, là, on n'a rien de spécifique, hein. Mais on voit très bien, on a le contraste inversé, hein, soulier très suremployé au Québec, en quelque sorte, représenté par la presse, bien sûr, et sous-employé d'une manière significative, en fait, en France, euh, pour la variété hexagonale. Bon, voilà, là, on peut bien sûr, donc l'Atlas, et on peut bien sûr maintenant essayer, on peut se dire, ah oui, on va généraliser cette méthode, on va se dire, ah oui, mais le calcul de spécificité, apparemment, il pointe les bons éléments, hein. On va généraliser ça, on va se dire, voilà, on va calculer tout simplement sur l'ensemble de mon corpus tous les mots-clés, hein, tous les mots spécifiquement, hein, différents d'un point de vue statistique. Et comme ça, je vais arriver à identifier les québécismes, hein. Ça peut bien sûr être une idée. Mais si on fait ça sur encore plus de presse, par exemple, voyez, regardez quels sont les mots les plus spécifiques pour la presse canadienne, Québec, Montréal, Canada. Alors, est-ce que ça, c'est des québécismes? Non, hein, bien sûr que non, hein. Et on comprend très bien que là, on a bien sûr un effet thématique, discursif, parce que c'est logique que la presse canadienne parle du pays, hein, ouais, et évoque bien sûr ce qui se passe au Québec, à Montréal ou dans le pays même, beaucoup plus souvent que ce qu'on a pour la presse hexagonale. Donc, ce n'est pas un scoop de trouver ces noms propres, ces toponymes spécifiques du Canada aussi, en quelque sorte, dans un corpus de presse canadienne. Donc, ce que je veux vous montrer par ça, c'est que donc, cette méthode, on ne peut pas l'utiliser d'une manière naïve. Parce qu'en même temps, on trouve quand même à des rangs assez élevés, hein, pas forcément maintenant, bien sûr, au tout premier rang, hein. On trouve bien sûr aussi des mots qu'on qualifierait de québécisme, comme chum, hein, qui veut dire pote en français. Euh, et hein, on voit le rang, donc rang 243 parmi les mots les plus spécifiques du corpus canadien. Donc, c'est plutôt dans les premiers déciles, hein, parce qu'on a quand même une liste assez longue de 70 000 items, hein, dans cette liste. Magasiné, hein, d'ailleurs, pareil, hein, c'est un québécisme, hein, pour les Français, d'ailleurs, disent faire du shopping, hein, c'est drôle, hein, moi je trouve, parce que euh, on comprend bien qu'avec cet exemple, au Québec, on a tendance à éviter les anglicismes qu'on n'évite pas forcément pour la variété hexagonale, parce que faire du shopping, ça s'utilise. Et d'ailleurs, on avait une occurrence dans le corpus français hexagonal, et c'était justement un commentaire métalinguistique du journaliste à Montréal qui écrivait, on était parti cet après-midi, on était parti magasiner, comme disent les Québécois. Et après, la traduction, c'est faire du shopping. Donc voilà, on voit très bien. C'est-à-dire, ça se prête bien sûr à des commentaires métalinguistiques, mais c'est les seules occurrences que ça produit peut-être dans le corpus hexagonal. On a aussi d'autres mots comme placoter, parqueter, donc des verbes comme ça, qui ont déjà été aussi identifiés, bien sûr, par des gens comme Poirier, entre autres, comme les criticismes. Et on a un reflet statistique aussi de cette observation, hein. Bon, mais vous voyez bien que cette méthode, on doit la prendre d'une manière avec des pincettes, hein. Il faut vraiment faire un travail assez poussé pour vraiment élaguer en quelque sorte cette liste de mots-clés. Donc, voilà. Une autre chose, bien sûr, vous pourriez aussi me le reprocher. D'ailleurs, jusqu'à présent, j'ai juste travaillé sur les mots en isolation. Ça aussi, c'est bien sûr quelque chose qu'on peut dire, mais ça n'a pas forcément du sens, hein. Et c'est pour ça que, bien sûr, la méthode en fait, que je défendrais, ce serait plutôt de travailler sur les concurrences de ces mots, hein. Et les concurrences, en fait, je vais les identifier dans le corpus à travers les relations de dépendance. Voilà.
Et ces listes-là, après, je vais les soumettre, par exemple, à des traitements statistiques de haut niveau comme l'AFC, analyse factorielle et correspondance. Un exemple, hein, c'est les concurrences du mot gymnase, du nom gymnase. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Regardez, regardez là à droite pour la Suisse. Hein, les concurrences, c'est directeur, professeur, prof de gymnase. Donc, on peut déjà formuler une hypothèse sur le sens du mot. Parce que regardez là, du côté hexagonal, on a chemin, théâtre, du gymnase. Difficile à interpréter, c'est plutôt des noms propres. Et pour le Canada, on a travaillé, s'entraîner, hein, entraîner, le verbe entraîner, dans un gymnase et avoir, donc il faudrait regarder, ça veut dire près. Mais l'essentiel, c'est ce qu'on voit là pour la Suisse. Hein. Gymnase, ça veut dire bien sûr lycée. Et ça provient du contact avec l'allemand. Parce qu'en allemand, le lycée s'appelle Gymnasium. Hein. Et bon, voilà. À travers ce contact, on a donc le mot gymnase pour dire lycée en français helvétique. Hein, et ça ressort très bien en fait par les concurrences. Hein, on le voit très très bien. Le sens gymnase qu'on connaît pour l'espace francophone dans l'Hexagone, entre autres, donc c'est-à-dire lieu où l'on peut s'entraîner pour faire du sport, ça ressort pas. Drôlement, ça ressort pas forcément pour l'échantillon hexagonal, mais en tout cas, c'est loin de l'échantillon suisse. Hein. Autre exemple, maintenant on passe à des mots beaucoup plus abstraits et on passe à quelque chose qu'on pourrait qualifier aussi de construction à verbe support. Et oui, voilà, je vais présenter rapidement encore ça. On a mené plusieurs études, je les ai menées surtout avec mon collègue Sylvain Loiseau, hein, sur des verbes opérateurs causatifs hein, qui se combinent avec des noms abstraits. Hein. Un verbe comme occasionner qui se combine par exemple à vous connaissez tout ça, sans doute, quand vous prenez le train en France maintenant avec la SNCF. Euh, nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. Hein, donc, c'est occasionner des gênes. Voilà, hein. Et là, on voit aussi un peu des distributions quand même assez différentes. On voyait par exemple là pour le Congo, Congo-Kinshasa, hein, en bas à droite. Hein, apparemment, la combinatoire de ce verbe opérateur causatif, il est assez différent de ce qu'on trouve, par exemple, pour les autres variétés. Hein, parce qu'il est assez excentré aussi bien en horizontal qu'en vertical. Et quand on regarde de plus près, hein, par exemple, la combinatoire en fait, du verbe avec les noms, hein, parce que c'était basé sur ça, hein, c'était donc sur les concurrences noms-verbes, hein, verbe occasionné avec les noms abstraits, hein, donc il est le verbe opérateur causatif, comme j'ai dit, on voit que, par exemple, on a des expressions comme occasionner un accident. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans l'usage du français hexagonal. Moi, ce que je trouvais beaucoup plus intéressant, c'est d'ailleurs accroissement, augmentation, baisse. Là, on voit émerger aussi un petit champ qui est plus ou moins constitué par des traits sémiques comme gradation, graduation, voilà. Euh, bon. Et qui sont assez spécifiques pour surtout le Congo-Kinshasa et qui explique sa position excentrée, entre autres. Et après, il y a aussi des non partagés hein, parmi les concurrences, hein, la distribution co-perte, occasionner des pertes, ça c'est une concurrence, une colocation qu'on trouve dans toutes les variétés, par exemple. Occasionner des problèmes, vous voyez, c'est un peu, c'est pas représenté dans telle ou telle variété. Et on peut appliquer ça aussi à d'autres verbes opérateurs causatifs, comme susciter. Je ne vais pas vous présenter l'analyse parce qu'on n'a pas le temps. Le verbe croire, ça, c'est pas un verbe opérateur causatif, mais c'était aussi une expérience qu'on avait menée il y a une dizaine d'années où l'on s'est intéressé justement au COD nominal hein, du verbe croire. Et là aussi, on va émerger des divergences. Je n'ai pas le temps et je vais faire rapidement pour vous montrer tout quand même. Euh, le dernier travail, c'est sur la variation qu'on peut, à mon avis, qualifier de variation libre de qui et lequel quand il constitue une relative
avec une préposition. J'ai vérifié d'ailleurs dans les différentes grammaires, on n'a pas d'explication pour dire pourquoi est-ce qu'on, par exemple, là, je n'oublie pas tout ce que m'a apporté ce club, sans qui, mais bon, je crois qu'on peut dire aussi sans lequel je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc pour l'instant, on n'a pas d'explication claire pour ce phénomène, c'est-à-dire il semble que, selon Grigel et d'autres grammaires, aussi la grammaire d'Anna Beyer, que cette variation est plus ou moins libre. Mais bon, donc c'est-à-dire ça incite normalement à chercher bien sûr des facteurs contextuels, cotextuels, pour clarifier un peu la chose. Euh, la clarification se fait à travers différents traits. Et d'ailleurs, cette liste de traits n'est pas exhaustive, hein. C'est bien sûr parce que je voulais aussi le traiter d'un point de vue un peu de la variation diatopique. Donc, c'est d'un côté, bien sûr, la variété, où l'on a identifié l'occurrence. Après, le pronom, ici qui, hein, sans qui. Après, on sait que qui, hein, dans cette combinaison avec une préposition dans les relatives, normalement, ne renvoie que ou se combine juste avec des antécédents humains ou animés. Moi, ce que j'ai observé, c'est que on a une petite variation au niveau de ce qu'on peut appeler animé. On a les animés individués et on a aussi des animés en quelque sorte collectifs, c'est-à-dire des collectifs d'humains. Hein, le club, par exemple, c'est un collectif humain. Hein. Et après, juste le nombre qui concerne l'expression nominale, donc est-ce que c'est au singulier ou au pluriel, donc tout ce qui relève un peu de l'actualisation du nom antécédent, et aussi le déterminant. Hein, ici, ce club sans qui. Hein. Et j'ai relevé ça systématiquement pour euh, un demi% des occurrences en fait de qui et lequel. Vous imaginez que dans un corpus de 400 millions de mots, bon, on a pas mal d'occurrences quand même. Et voilà, pour traiter manuellement, parce que là, on est dans un traitement manuel, il faut réduire considérablement euh, le volume. Là, un exemple avec lequel et la préposition sur. Hein, la presse est le véritable ennemi sur lequel Édouard Balladur a un mot cruel, etc. Voilà, là, lequel France animé individué, l'ennemi, hein, sur comme préposition, singulier encore une fois, et un groupe nominal actualisé par l'article défini. Alors, si on prend en fait ces combinaisons de cette manière-là, hein, c'est ça, c'est le tableau en fait que j'avais constitué. On peut faire maintenant des analyses multivariées. Je ne vous présente pas tout, on n'a pas le temps, mais on peut, à partir d'une ACM, ce qui est assez intéressant, et d'une AFC d'ailleurs aussi, on peut faire du clustering. C'est-à-dire on peut tout d'abord faire l'analyse factorielle qui stabilise un peu les distances et qui établit donc des composantes sur lesquelles on fait après la classification ascendante hiérarchique. Et ça donne ça. C'est-à-dire, donc, dans toute cette combinatoire-là de traits que je vous ai présentés, on voit quand même émerger trois groupes, trois groupes de phrases. Hein, ça, c'est des occurrences. Hein. Trois groupes d'occurrences, ça veut dire, donc, on a quand même une distinction dans certaines combinaisons, par certaines combinaisons de traits. Et là, bon, je crois qu'on n'a plus le temps. Je peux maintenant vous expliquer chaque cluster, en fait, ce que vous avez vu là en rouge, en vert et en noir. Hein, c'est les clusters identifiés. Et chaque cluster, en fait, peut se caractériser par une combinaison de traits que vous voyez ici. Voilà. Vous avez patienté à différents égards avec moi et il n'y a pas de conclusion. On va la faire plutôt pendant la discussion. Et je vous remercie d'avoir patienté au début et d'avoir patienté maintenant aussi. Merci beaucoup pour votre attention.